Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Marc-Claude, aujourd'hui, on reçoit Christopher Curtis, qui est un journaliste indépendant. Et pourquoi ça fait un bon invité aujourd'hui pour le balado des Dérangeants? Ben, il a quitté De Gazette avec un poste stable dans un média ici au Québec, puis il a parti son propre média indépendant avec son seul revenu, les personnes qui le lisent. Donc, en sociofinancement, ce qui est un peu casse-couille, il nous raconte tout ça. Puis, dans le fond, son objectif, c'est vraiment de prêter sa voix à ceux qui en ont pas. On le retrouve dans un instant. Ne bougez pas. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici les Dérangeants. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. On se retrouve pour la dernière fois de la saison dans ce balado des Dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises. Et on présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Alex Menti, David Côté. Et comme vous le savez, à chaque épisode, j'ai à mes côtés 3 de nos jeunes PDG. Et avec moi en studio, j'ai Marie-Claude Duquette, présidente du groupe Triton. Bonjour Marie-Claude. Salut Kat. Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Bonjour Noah. Bonjour Catherine. Et Étienne Crevier, entrepreneur en série. Bonjour Étienne. Salut. Alors restez avec nous aujourd'hui parce que notre CA va porter sur la motivation. On aimerait que vous répondiez tous les 3 à qu'est-ce qui est votre raison profonde, votre moteur principal qui fait que vous dirigez une entreprise, ce qu'on appelle le why en business. Alors, gardez ça en tête. On se retrouve, mais avant, on va prendre de vos nouvelles avec les primeurs, les plugs, les potins. Et je commence avec Marie-Claude. Comment ça va? Ça va bien. Merci, Kat. Moi, aujourd'hui, dans le fond, c'est une tranche de vie. Ça va bientôt faire 1 an. Grosse chaleur, mois de juin. Puis, j'entends un vacarme à l'extérieur avec je sors dehors. Puis, je vois que y a un auto qui a renversé un autre auto. Fait que je me rends sur les lieux de l'accident. Puis, finalement, c'est un monsieur qui avait eu un coup de chaleur dans son auto. Fait qu'en sortant, je prends soin de lui pour finalement me rendre compte qu'il fait une crise cardiaque. Puis, ça a été un moment assez traumatisant parce que malheureusement la personne est décédée. Donc c'est un employé d'un devant toi. Ouais, il est décédé devant moi. On était quelques voisins qui se sont rassemblés. T'sais, on a mon massage cardiaque, le temps que la police arrive, les ambulances arrivent, puis les minutes sont vraiment longues dans ce temps-là. C'est incroyable. Le temps que l'ambulance se pointe là, c'est interminable. Long, puis ça a été long. Ça a été long, puis il faisait chaud, il faisait 30 degrés. C'est vraiment quelque chose de pas facile à vivre, mais à ce moment-là, ce qu'on cherchait, c'était un défibrillateur, puis on n'en trouvait pas. Moi, depuis, ce que j'ai fait, c'est que ça c'est arrivé, ça a été quand même, ça a été difficile pour toute l'équipe au bureau. Mais là, après ça, j'ai commencé à contacter des gens dans mon quartier industriel pour m'assurer qu'il y ait des défibrillateurs dans les grandes entreprises. Puis aujourd'hui, je peux dire que dans mon quartier industriel, il y a des défibrillateurs. Puis c'est un peu un petit message. L'été s'en vient. Il y a des gens, on est toutes à risque de faire une crise cardiaque. Donc, à regarder si dans votre quartier il y a un défibrillateur. Je sais qu'il y a une map en ligne que vous pouvez retrouver. Il y a une application aussi avec la CNSST pour voir qu'est-ce qu'il y a de proche chez vous. Donc, un petit message comme ça. Et la Fondation des maladies du cœur en installe gratuitement. Wow! Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Étienne, de ton côté? Moi, en fait, c'est un potin. Donc, je pense que la pire chose qui peut arriver dans la vie d'un entrepreneur, une des pires, c'est un foutu client qui te paye pas. Soyons honnêtes, là. Surtout quand il a reçu son service, t'a livré le produit, il te doit une dizaine de milliers de dollars, puis là, tu cours après, puis l'argent rentre pas. J'ai toujours eu la mèche très, très courte avec ces gens-là, avec ces clients-là, puis j'ai la gâchette facile. Mais récemment, en fait, j'ai trouvé, il était où le fond du baril pour moi, où il était où justement la limite. Surtout quand tu as un client que tu as une bonne relation d'affaires, tu sais qu'il ne te bullshit pas, mais de lui mettre de la pression voudrait dire lui faire faillite. Donc, c'est le travail d'une vie pour lui que tu viens de foutre à la poubelle parce qu'il n'est pas capable de te payer, mais il ne paye plus personne d'autre non plus. Puis là, c'est un mauvais coton à passer. Et du même côté aussi, j'avais un autre client, cette fois-ci un locataire, qui a la même chose. Il ne me payait plus depuis
3, 4, 5 mois. Et, dans le fond, de lui mettre de la pression voulait dire le mettre à la rue. Carrément, donc, de créer quelqu'un en sentiment en situation d'itinérance. Et là, j'ai commencé à mal dormir. Là, pour vrai, je n'étais pas capable de me coucher le soir en me regardant dans le miroir, puis en me disant, je fais la bonne affaire, je fais la bonne chose, parce que au-delà de l'argent, il y a la dignité humaine, il y a le travail d'une vie. Puis, je me pensais vraiment plus la coinsure que ça, mais j'ai accepté aujourd'hui que j'allais faire moins d'argent. J'allais être moins riche pour vrai, puis j'allais pas y aller dans ce sens-là de mettre du monde à la rue ou de briser des commerces. Puis j'allais y aller par la négociation, puis de trouver des situations de compromis, comme par exemple la locataire. Ça a été une super belle histoire. Finalement, on a travaillé avec le chaînon pour lui trouver une place, puis finalement de faire une transition. Je retrouverai jamais mon argent. Mais ta conscience va mieux. Honnêtement, j'ai bien dormi. Puis, merci à toute l'équipe autour de nous qu'on a travaillé super fort parce qu'il y avait une grosse situation de santé mentale dans ce cas-ci. Ouais. Mais je pense que si, mettons, cette personne-là avait commis l'irréparable, j'aurais quitté le monde des affaires. Tu sais, j'aurais pas... Comment tu fais pour te remettre de ça, de ton client qui commet des gestes comme ceux-là à cause de toi? Bravo, vraiment. Et juste en passant, je cherche un appart. Noah, de ton côté? De mon côté, un peu un potin qui devient un plug. J'avais parlé déjà d'un de mes projets Expérience Ville Intelligente et c'était prévu pour le mois de juin prochain. Et peut-être vous n'avez pas vu d'annonce ou d'informations passées ou rien d'autre parce que je n'avais pas vraiment réussi à livrer la marchandise. Et c'est juste cette semaine qu'on avait décidé de remettre l'événement au mois de novembre. Alors, ça revient plus tard dans l'année. Mais je stagnais à informer mes partenaires, mes commanditaires, même les conférenciers que ça allait mal. Et j'ai réalisé que c'était vraiment mon ego qui m'avait empêché de prendre la bonne décision et de, juste réaliser que je n'étais pas capable de livrer le projet dans le délai prévu. Alors, je devrais prendre d'action. Mais j'attendais. Et je pense que ça arrive souvent dans la vie d'un entrepreneur. Quand on engage à quelque chose et on ne sait pas ça va être quoi le résultat si on change notre plan ou si on doit donner une mauvaise nouvelle à nos partenaires ou nos clients, on cherche des raisons de ne rien dire ou de cacher ou d'essayer de livrer quelque chose à moins qualité de ce qu'on avait en tête. Mais j'ai parlé avec tout le monde et tu sais que c'est ce que tout le monde avait dit. Et je comprends. C'était une année difficile pour nous aussi. Aucun problème. On va trouver une façon de réorganiser tout ça. Oui, novembre, ça nous va. Juste dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'étais tellement soulagé parce que c'était un grand stress de mon côté. Mais j'aurais pas dû attendre si long. Et s'il y a des gens qui se trouvent dans une situation similaire, parle avec des gens et communique avec tes partenaires. Je pense que vous serez surpris de savoir quoi la réponse. Ben, excellent. On s'arrête un instant. Au retour, une entrevue avec Christopher Curtis, qui est journaliste indépendant et cofondateur du média aussi indépendant The Rover. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Christopher Curtis a quitté en 2020 son travail stable de journaliste à The Gazette pour lancer un projet en partenariat avec Ricochet, un média indépendant qui s'appelle The Rover. Bonjour Christopher Curtis. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. Je voulais savoir, Christopher, au départ, qu'est-ce qui nous pousse à prendre une décision comme celle-là, c'est-à-dire de quitter un média traditionnel comme The Gazette pour s'en aller créer un média indépendant, parce que ça va pas très, très bien dans le milieu des médias ces temps-ci. Exactement. C'est un peu pour ça, en fait, parce que j'étais rendu... je travaillais toujours fort, puis j'aimais... Jusqu'à la fin, j'ai aimé ce que je faisais avec The Gazette, et on me traitait vraiment bien, mais je m'arrachais les cheveux un peu parce que je réalisais qu'il y avait tellement d'articles, de sujets ou d'opportunités que je pourrais poursuivre si j'avais le temps, mais on avait tellement perdu d'effectifs au fil des années. Quand je suis rentré au Montreal Gazette, je pense qu'on était 120 ou 130 employés dans la salle de rédaction.
Et 9 ans plus tard, quand j'ai quitté, on était peut-être 50. Alors, quand venait le temps de faire les nouvelles, on jouait toujours au rattrapage. On rattrapait la presse, on rattrapait le Devoir, on rattrapait le Journal de Montréal, CBC, tout ça. On faisait encore du bon journalisme, mais c'était rendu que je me sentais comme si j'avais un peu abandonné, comme j'avais un peu laissé de côté les raisons pour lesquelles j'ai commencé en journalisme. Et je voulais faire quelque chose d'excitant, quelque chose qui me passionnait, quelque chose, dans le fond, partir une aventure. Puis je croyais assez au public que je pensais que ça allait vraiment marcher ou que ça allait être catastrophique. Heureusement, c'est pas catastrophique, ça va quand même bien. Étienne? En fait, ton histoire, moi, je l'ai découverte récemment. Tu étais un travailleur de la construction, tu as gagné plusieurs prix de journalisme, puis là, tu t'es lancé justement dans un média indépendant. Ça a été quoi ton fil conducteur à chacun des étapes? C'était-tu la passion, la mission, la vision? Comment tu définirais ta carrière pour se rendre jusqu'à ce point-ci? Je pense que ce que j'aimais, comme si on parle de la construction, tu vas à des places où pas grand personnes vont aller. Comme j'ai travaillé sur l'autoroute à verser du goudron à 4-5 heures du matin, puis le trafic passe. Il y a des gens qui sont tellement fâchés qu'ils te pitchent de la poutine. J'ai été frappé par des chars. J'ai été en arrière-scène dans plusieurs gros édifices. Puis tu te sentais comme si tu faisais partie de tu sais que tu pouvais un peu voir en arrière tu pouvais voir en arrière-scène de l'infrastructure d'une ville. Puis là, quand tu arrives en journalisme, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui s'ennuie facilement en lisant. Et je considère un des gros privilèges du journalisme, c'est que le lecteur vit un peu ta vie ou tes expériences à travers toi. Et je me donnais toujours le défi d'aller en quelque part où le lecteur ou la lectrice, ils n'ont jamais été. Dans le fond, bâtir un pont entre mon monde et leur monde. Mm-hmm. Et sans être condescendant, sans être... Juste en réalisant à quel point j'aimais ces gens-là. Si on parlait de politique, c'est sûr qu'on n'était pas du même côté, mais c'était mon monde. Je me sentais tellement chez nous avec eux, puis je me sentais aimé, puis je me sentais respecté. Puis je voulais toujours amener ça avec moi, amener ce genre de... amener cette genre de révélation-là dans ma tête, genre qu'il y a bien des gens dans la vie qui se sentent un peu mis de côté, qui se sentent un peu, comme qu'on dirait en anglais, un underdog. Et j'ai toujours voulu être sur ce côté-là, sur le côté de celui qui se sent un peu mis de côté. C'était quand même audacieux parce que quand on quitte un grand média comme The Gazette et qu'on se retrouve seul, il faut créer un modèle d'affaires. Et là, le modèle d'affaires fonctionne par abonnement, c'est-à-dire 12,50 par mois ou 100 $ pour l'année. Je suis curieuse de savoir jusqu'à quel point une structure comme celle-là pour un média indépendant peut être viable. Est-ce que vous faites de l'argent? Comment vous fonctionnez pour... Non, mais... non, faut se poser la question. Oui, je fais de l'argent. Et en fait, je suis rendu à un point où c'est un peu trop gros pour juste moi. Alors, je travaille avec... Comme mon but, ça a toujours été, depuis le début, oui, c'est de produire du contenu original. Puis oui, c'est de produire quelque chose avec un peu plus de edge, avec un peu plus de... avec ma voix, en fait, que des fois, j'avais un peu à... Le problème avec les médias traditionnels, c'est qu'on essaye souvent de plaire à tout le monde. Et en essayant de plaire à tout le monde, on fait de quoi qui est vraiment... ça goûte rien. C'est juste... c'est du gruau sans saveur. Et moi, je veux pas plaire à tout le monde. Je veux vraiment, vraiment, vraiment plaire à un plus petit public, mais qui se sentent vraiment investis dans le projet. Puis moi, je les considère pas comme étant des clients ou étant... c'est des investisseurs. Ils vont pas faire de l'argent avec moi, malheureusement. Mais puis j'espère que je déçois pas personne en disant ça. Mais c'est quand même pour une personne, puis 5-6 pigistes, on a quand même un gros public. Combien d'abonnés? Abonnés payés, on a 950 abonnés payés.
est gratuit. Fait que ceux qui reçoivent tous les courriels ou juste les courriels gratuits, on a 4500. Et le trafic sur chaque article varie entre à peu près 4000 à 5000 lecteurs et pour les plus gros, 30 000 lecteurs. Fait que c'est pas énorme, mais ma moyenne de trafic est plus haute que mon trafic web quand j'étais au Montreal Gazette. Noah? C'est quoi le plan pour le futur? Aimerais-tu juste rester une journaliste indépendante qui travaille sur le contenu qui vraiment t'inspire? Ou est-ce qu'il y a aussi un intérêt de peut-être embaucher ou engager un partenaire ou d'autres journalistes, créer une coop, un regroupement, je sais pas quoi? Et avec ça, comment est-ce que tu vois être plus innovant dans le modèle d'affaires pour les médias? C'est vraiment une super de bonne question parce que j'avais pas fini ma pensée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas juste, je veux vraiment créer de quoi d'unique, puis jusqu'à date, je pense les derniers 2 ans, j'ai fait de loin mon meilleur journalisme avec The Rover. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de travailler avec des gens qui sont intéressés à commencer une carrière en journalisme, que ça soit des étudiants ou j'ai un ancien ambulancier qui travaille comme chroniqueur avec moi. Et en fait, il a réussi à faire des articles qui ont comme été repris dans d'autres nouvelles. N'importe qui est passionné par le journalisme, je veux travailler avec ces gens-là. Fait que Diane Young, c'est une pigiste avec laquelle je travaille. Je lui paye comme par-dessus la valeur de comme ce qu'elle pourrait faire sur le marché en ce moment. Où je lui paye plus. Et le travail que j'ai en retour, c'est incroyable. C'est vraiment... Elle se défonce pour notre mission. Et Hal, l'ancien ambulancier, Hal Newman, qui travaille avec moi, tu sais, quand tu payes les gens et que tu les respectes et que tu travailles avec, et pour moi, c'est vraiment d'essayer de... J'ai tellement vu des bons étudiants en journalisme avec tellement d'espoir. Puis là, ils arrivent aussi à CBC ou ils arrivent à un grand média et soudainement, ils perdent un peu leur voix et ils se ramassent dans le piège de « Ah, mais tu sais, au moins j'ai une job, au moins j'ai une job, au moins j'ai une job. » Puis on voit la qualité de leur travail souffrir. Puis pour moi, si quelqu'un écrit, je veux qu'ils écrivent comme si c'était leur dernier article. C'est comme si s'ils allaient mourir demain, ils peuvent être satisfaits avec ce qu'ils ont fait. Et c'était un peu la même chose. Si je me faisais frapper par un char il y a 2 ou 3 ans, j'aurais pas été satisfait avec mon travail en tant que journaliste. Puis je veux juste travailler avec des gens comme ça. Je fais un genre de partnership. Des fois, je travaille avec Ricochet en français. Mes articles se font traduire dans le métro. Ils vont me payer un peu pour ça. Je travaille avec un site web de nouvelles qui s'appelle Mon Limoilou sur l'enjeu de la qualité d'air à Limoilou. Fait que ça m'a ouvert à un grand monde de collaboration. Et tu sais, c'est pas super payant, mais je fais à peu près ce que je faisais au Montreal Gazette. Et avec le reste, je réussis à payer des pigistes bon argent, puis tu sais, ça me rend tellement heureux. Puis c'est vraiment ça en bout de ligne. Si je suis capable de faire ça, puis si je suis capable d'avoir 4, 5, 6 personnes qui travaillent avec moi, un genre de coop, ça aussi. Mais je suis tellement pas bon, je suis tellement nul dans les affaires. C'est vraiment... il est là le mur que j'arrête pas de frapper. On disait tantôt, tu étais en construction avant, puis tu dis que si ton projet fonctionne pas, tu retournerais en construction. Est-ce que c'est plus une raison de pas retourner vers le média traditionnel par orgueil ou par conviction de ce que tu veux écrire? Les deux. Je pense qu'après tout ce que j'ai dit sur Twitter, ça va être difficile pour certains d'engager. Mais j'ai réalisé aussi que je fais pas du journalisme parce que j'aime ça. Je fais du journalisme parce que je peux pas vivre sans ça. Fait que si j'avais à retourner en construction, je le ferais parce que ce serait pour faire vivre ma petite. Ça serait par nécessité. Mais je pense que il y a quelque chose en dedans de moi qui serait mort. Mais c'est pas la fin du monde. J'imagine que ça serait parfait. Ça serait pas la fin du monde, mais je peux pas vivre sans ça. Ma conjointe accouchait, puis j'étais au téléphone avec quelqu'un en train de faire du travail. OK, je vais juste prendre 5 minutes. All right, just John, if you could do this, OK, thanks a lot, buddy. All right.
C'est tellement une obsession pour moi, l'information, puis du storytelling, puis d'interagir avec des gens qui sont vraiment oubliés par les médias traditionnels, les communautés autochtones, les gens qui habitent dans la rue, les gens à Limoilou qui se sentent vraiment oubliés par la province parce que ils respirent de l'air qui est comme 7, 8, 9 fois, 10 fois pire que l'air qu'on respire à Montréal. C'est rendu c'est comme ma religion un peu. Mais ça devient très éreintant tout ça. Moi, j'en ai créé un média indépendant il y a 12 ans. Avec une structure plus lourde, on parle de vidéo, donc payer un vidéaste. Et moi, j'ai fait beaucoup de voyages aussi. Puis je trouvais que financer quelque chose d'indépendant, c'était rendu dans le quasi domaine de l'impossible. Ouais, c'était vraiment lourd. Puis je trouve qu'à un moment donné, ça peut devenir hyper usant. Même si on a toute la passion puis la volonté du monde. Puis moi, au contraire, je voulais avoir ça pour que ça me serve de tremplin pour aller dans un média traditionnel. Donc, j'ai fini par atterrir ici au 98.5. Mais c'est qu'à un moment donné, tu vas t'associer avec quelqu'un en affaires pour être capable de supporter la structure puis de grandir. Mais regarde, si on regardait de ce côté-là la monétisation, j'ai un public vraiment spécifique, comme vraiment, il y a un groupe d'âge, il y a genre une démographie. Sur les courriels, quand j'envoie un courriel gratuit avec comme 4500 personnes, 55 à 60% des gens vont l'ouvrir, ce qui est comme beaucoup plus que les autres infolettes. Quand j'en envoie un à juste les abonnés, c'est comme 70 à 80%. Ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui avait un produit à vendre parce que la confiance qu'ont les gens dans moi et dans le projet, ça a une valeur. Et si quelqu'un m'approchait puis me disait « Je vais t'acheter la moitié de ton projet ou 70% de ton projet puis je vais te garder à un tel salaire pour... » Oui, probablement que je le vendrais parce que non, mais je niaise pas, c'est de l'ouvrage. Puis le secret au début, c'est que je m'en allais à Amos faire un article puis je restais dans un ancien couvent puis avec des lits faits pour des sœurs puis je suis quand même grand puis gros, fait que tu dors mal ou tu dors dans ton char ou c'est ce qui a fait marcher l'entreprise au début, c'est le fait que je travaille comme 100 heures par semaine. C'est moins que ça à cette heure, mais ça fonctionne. Puis mes ambitions, c'est pas de... Ce qui arrive souvent avec des projets comme ça, c'est que les gens pensent « OK, on va réinventer la roue, on va tout engager, toutes sortes de monde. » Puis si je fais ça, il me reste plus d'argent, il me reste plus une scène. Ce qui est bon avec ce que je fais, c'est pas de vidéo, fait que j'ai pas un gros investissement dans de l'équipement. C'est vraiment des articles écrits. Puis il y a une certaine facilité là-dedans où le coût est beaucoup moins important. Ton choix éditorial d'aller à Amos ou quand tu parlais de Limoilou, là, on pourrait pas passer sous silence le fait que tu reviens de l'Ukraine. Puis tu as dit justement que ça a été break-even. Comment tu as choisi d'aller en Ukraine puis pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'était l'histoire que tu voulais couvrir ou tu avais cette responsabilité-là pour ton média d'absolument couvrir cette histoire-là sur ton angle, puis parce qu'elle n'était pas couverte? Quand on envoie quelqu'un en Ukraine ou dans une guerre, c'est un énorme investissement pour la compagnie et en retour, il faut expliquer la guerre en Ukraine en 2 ou 3 minutes ou une capsule de 5 minutes. Il faut expliquer la guerre en Ukraine à tout le Canada. Alors, on trouve le trajet le plus large qui va tout expliquer. Puis, ce qu'on perd là-dedans, c'est l'échelle humaine de l'affaire. On va regarder aux nouvelles. Tu vas voir une carte de l'Ukraine. Voici les Russes, voici les Ukrainiens, les forces ukrainiennes, les Russes. Une image de réfugiés qui s'en vont. Une image d'un char d'assaut qui se fait sauter. Puis, c'est presque comme un jeu vidéo où c'est tellement pas réel. Et je me disais comme si j'y allais, je pouvais pas sortir la pensée de ma tête. J'y pensais tout le temps. J'avais entendu un balado sur des enfants qui sont pris là-dedans, puis ça m'avait vraiment touché parce que j'ai une fille de 7 mois. Et quand je parlais avec quelqu'un de là-bas pour voir si je pourrais y aller, si ça serait possible, j'entendais sa petite fille, sa fillette pleurer. Et j'ai dit, elle a quel âge? Puis sa petite fillette, elle a le même âge que la mienne. Et
je me disais, c'est vraiment injuste qu'elle, elle doit souffrir et elle doit pas savoir ce que demain va lui donner. Et moi, je vis dans le coton ici. Fait que ou dans la ouate, excuse-moi. Et j'ai senti une responsabilité pour y aller. Et ça m'a aussi permis de dire, regarde, si le modèle traditionnel, c'est de rencontrer toute l'histoire de cette guerre d'Ukraine, c'est tellement mince comme couverture. C'est pas mince, mais c'est moins profond. Je voulais vraiment choisir des sujets spécifiques, puis y aller en profondeur, puis essayer de montrer aux gens la beauté du peuple, la beauté du pays, la laideur de la souffrance, puis l'amour que les gens ont pour leurs proches et pour leurs prochains, et la complexité de tout ça dans une zone de guerre, et la haine et la propagande. Et ça m'a vraiment... C'était comme j'y retournerais demain si j'avais les fonds nécessaires. Mais t'avais pas le bagage d'une entreprise comme par exemple la presse, qui a envoyé des journalistes là-bas, c'est-à-dire les assurances, le pupitre, t'as quand même quelque chose de rassurant quand tu t'en vas puis qu'il y a une équipe qui te supporte ici à Montréal. Quand tu pars tout seul, tu dois freaker des fois, non? Oui puis non. Avoir une association avec la presse, une Montreal Gazette, ça peut aussi agir contre comme ça peut être aussi un obstacle. Global, ils ont été en même temps que moi, ils ont passé une semaine en Pologne parce qu'il fallait arranger une compagnie de sécurité, des assurances. Moi, j'y ai été, puis j'ai comme fait du pouce, puis je suis rentré en Ukraine. C'est comme, ils se promènent avec un gros armé. Moi, j'ai un AK-47, puis je m'en vais. T'as trouvé un fermier avec son tracteur qui t'a fait un lift en tirant un tank. C'est presque ça. C'est presque ça. Puis j'ai quitté le pays à pied. J'ai eu un lift jusqu'à la frontière. J'ai payé quelqu'un en cash. Puis je suis rentré en Ukraine avec 4500 piastres d'argent américain, de taper sur ma jambe, genre à l'intérieur de mes pantalons, comme ça, personne, tu sais, comme, si quelqu'un me pète la gueule, ils vont avoir 200-300 piastres, puis ça va être ça, puis le reste, ils vont pas l'avoir trouvé, probablement. J'ai jamais peur pour moi, comme, j'ai peur pour ma famille, puis j'ai peur pour ma fille, mais moi, j'ai une grande gueule. I've got my ass kicked so many times. C'est pas ça qui va me faire peur. J'ai cassé plusieurs os, puis j'ai fait des bêtises. Puis, si j'ai à mourir demain, OK, ça me dérangerait pas tant que ça. C'est plus pour ma petite puis pour ma conjointe. Comment est-ce que la population générale peut vraiment distinguer entre une histoire crédible qui vient de quelqu'un comme toi ou une média populaire ou une blog ou une chaîne Instagram? Non, c'est une bonne question. Il y a une couple de facettes là-dedans, mais je dirais que, regarde, j'ai toujours avoué mes pieds en partant. Comme les gens savent ce que je pense, et quand je vais écrire un article, je vais essayer d'avoir tous les côtés de l'histoire. Tu sais, il y a une différence entre, il y a genre cette idée de l'objectivité, le journal. Il y a des gens qui vont me crier après comme, t'es pas objectif, c'est pas genre une formule magique, genre, OK, j'ai pas mis la virgule à telle place, la formule s'éclate. Je suis pas quelqu'un d'objectif, je suis pas un robot, t'as gagné. Non, ça marche pas comme ça. Pour moi, l'objectivité, c'est tellement drôle parce que je peux lire 4 paragraphes dans un texte de quelqu'un, puis je peux dire qu'ils ont voté pour qui, je peux dire ils pensent à peu près comment de politique. C'est tellement évident. C'est qui la première personne qui a été citée dans l'article? C'est qui a pas été cité dans l'article? C'est quoi la une? C'est quoi l'image qu'on se sert? Il y a tellement, tu sais, on peut se dire objectif, ou on peut se dire neutre, mais tu sais, la neutralité, en fait, c'est de dire notre système marche, le statu quo, c'est plus ou moins correct, mais tu sais, pour moi, le statu quo, une femme autochtone, tu sais, 6 fois plus de chances de se faire assassiner qu'une femme blanche, c'est ça le statu quo. Je me battrai jamais pour ça. Puis il y a tellement de gens qui pensent qu'il y a comme une nobilité là-dedans de non, je suis un journaliste, je suis neutre. Quand tu es neutre, tu prends le côté du pouvoir. Tu es automatiquement, peut-être sans le vouloir, mais tu joues au jeu à ceux qui ont tout le pouvoir. Puis je dis pas, tu sais, c'est pas un complot, c'est juste la neutralité, là, c'est pas une qualité. Tu sais, il y a personne qui regarde genre la Suisse puis se disent wow, quel pays. Wow. La neutralité fonctionne jamais pour les gens qui sont en train de souffrir.
Puis c'est d'avoir cette approche que, regarde, je le sais que mes ennemis politiques, c'est pas des monstres, mais voici pourquoi je m'oppose à eux, X, Y, Z. Tu sais, en fait, on est tous un peu politiques, puis on est tous un peu, on a tous une opinion, puis moi, je crois pas à ça, la neutralité, je crois à être juste, à être fair, à essayer de donner un peu, un peu de justice dans tout ça. Mais est-ce que tu as ce qu'on appelle les packages de erreurs et omissions? Tu sais, les avocats pour la diffamation. Parce que quand tu es tout seul, en même temps, tu dis, moi, je suis pas neutre. Donc, des fois, tu peux sortir des histoires sur des personnes, des organismes. Il y a des gens qui veulent se défendre, il y a des gens qui veulent attaquer ces journalistes-là parce que on les a traînés dans la boue. Parce qu'ils dérangent. Ils dérangent, effectivement. Est-ce que tu as les outils autour de toi pour te défendre dans des cas comme ça? Quand j'aurai un peu plus d'argent, je vais probablement m'acheter une assurance contre la diffamation. Sans ça, si je me faisais actionner demain, je suis pas mal sûr que la personne qui m'actionnerait serait pas genre... ça serait pas quelqu'un de populaire avec mon public. Il y aurait la possibilité de comme socio-financer une défense. Puis la grosse défense dans tout ça, c'est probablement peut-être m'incorporer. Puis si jamais les choses vont vraiment marchent pas, bon, OK, prends ma compagnie. Mais parlons-en, dans le fond, juste d'en faire plus d'argent. Parce qu'on on est un podcast business, puis à la fin de la journée, il y a ce qu'on appelle le Unique Selling Proposition. Ton avantage sur le marché avec ton produit qui va te faire gagner contre les autres. C'est quoi ton Unique Selling Proposition? Puis qu'est-ce que tu vas comment tu vas tirer ton épingle du jeu? Puis est-ce que tu réinventes la roue ou dans le fond, tu essaies juste d'être un deuxième Huffington Post au final, tu sais? Jamais un deuxième Huffington Post. Tu vois, j'essaie de te faire réagir. Regarde, ce que j'ai été chanceux avec The Montreal Gazette. J'ai pu faire plusieurs choses à l'intérieur de la compagnie. Puis une des choses que je faisais, c'était notre équipe, on appelait ça engagement. Fait qu'on était sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Notre game, c'était d'essayer d'avoir des gens, puis de toujours mettre du contenu en ligne. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que c'est comme prendre du spaghetti, puis pitcher ça sur le mur, puis on voit ce qui colle. Moi, c'est le contraire. Je vais pas pitcher toutes sortes de nouilles. J'ai genre un d'or, puis je vais le lancer. Puis je sais où je le lance. Puis c'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce que je promets aux lecteurs, c'est que ce qu'ils vont lire, c'est meilleur que qu'est-ce qui existe dans le marché ou de comparable, où ça peut rivaliser avec un bon produit comme la presse. Puis tu as ça à chaque semaine. Moi, j'achète 2 ça. semaines. Moi, j'aime ça. Puis ce que je dirais aussi qui est différent, c'est que tu as un accès aux journalistes. Tu peux m'appeler, tu peux me parler. Quelqu'un m'envoie un courriel, je leur envoie mon numéro de téléphone, on se jase. Je suis ouvert à ça. Évidemment, si on devient énorme, c'est pas possible, mais on va pas devenir énorme. On va grossir un peu. C'est quand même, tu sais, je fais de l'argent avec ça, mais mon but, c'est pas de bâtir un empire. Mon but, c'est de créer quelque chose que les gens, qui peuvent donner un peu de plaisir aux gens, où les gens peuvent se perdre dans une histoire ou dans un article, au lieu de... Tu sais, il y a tellement de bruit sur l'Internet, il y a tellement de marde que c'est juste... Je veux pas être du bruit. Je veux faire de quoi d'unique, je veux faire de quoi différent. Et regarde, cette année, j'ai été nominé pour 2 prix de CAJ. Ça m'est jamais arrivé avant, puis... En quelque part, le CAJ étant le Canadian Journalist Association. Oui, exactement. Puis je le sais que le contenu est bon, puis je le sais que c'est unique. Le problème, c'est que pour l'instant, si je me faisais frapper par un autobus, le business est mort. Parce que c'est vraiment... Le produit, c'est ce que je produis. Mais j'essaye tranquillement de pas créer ou former une relève parce que ça... C'est comme super arrogant, genre, je vais former une relève. Mais j'essaie de trouver des gens qui ont beaucoup de qualité, puis que j'aimerais que les lecteurs voient. Puis ça marche, mais oui, le modèle pour l'instant, c'est moi. Puis encore une fois, je sais pas si j'investirais dans quelque chose comme ça parce que je suis tellement quelqu'un qui prend des risques. Puis
il y a toujours cette possibilité que je pars en quelque part puis je reviens pas. Mais tu sais, on le voit, t'es passionné, puis ce que tu fais, c'est vraiment pour donner ta voix à ceux qui en ont pas, puis pour continuer à pouvoir faire ça. Tu sais, là, on t'entend, ben, tu sais, ton modèle d'affaires, je pense qu'il est encore à se développer. Oui. Puis, là, tu m'as aidé, Marie-Claude. tu sais, avec, tu sais, au niveau de ta structure, pour justement te permettre à ce que tu puisses continuer à faire ce que tu fais. Là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le futur pour que ça fonctionne puis qu'on va continuer à t'entendre prêter ta voix? Mon but, c'est 2000 abonnés payants. Puis ça me donnerait tu sais, je pourrais engager quelqu'un qui pourrait s'occuper de la partie business ou donner un certain pourcentage de la compagnie à cette personne-là parce que je suis tellement nul là-dedans. Puis, tu sais, je peux vendre, je peux convaincre des gens à me parler, je peux créer genre, OK, hey Rex, on a une réunion avec ces gens-là, j'ai fait ça. Puis le Rex, il va me dire, OK, qu'est-ce que tu vas leur dire? Oh, shit. Est-ce que ça peut être ta job, ça, de leur parler de shit puis tout ça? Parce que c'est pas ma force. C'est vraiment pas ma force. Puis j'ai besoin de découvrir. Mais ce qui est bon là-dedans, c'est que, regarde, la majorité des business, la première année, c'est un désastre. La mienne, ça n'a pas été un désastre. La deuxième année, je sais pas, mais ça marche. La business marche déjà. On verra, peut-être que la prochaine fois que je prends un risque, je tombe en pleine face, mais pour moi, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de pas me faire frapper par un autobus et plus de reach. un peu plus de reach. Pour moi, avoir un 4, 5, 20 000 personnes qui vont lire un article, j'avais pas ça au Montreal, ou j'avais ça, mais rarement au Montreal Gazette. Ça me dit qu'en quelque part, ça fonctionne. J'essaie de percer un peu plus le marché francophone, mais c'est cher traduire des articles. Je suis un peu moins connu de ce côté-là. Oui, il y a le reste du Canada, mais l'erreur qu'on fait souvent avec des anglophones québécois, c'est de présumer qu'on a genre une connexion avec le reste du Canada. Je suis très, très québécois, même comme mon français est tout croche, mais je suis pas vrai. Je suis anglophone, mais comme je suis québécois. Et mon public anglophone, c'est un public anglophone québécois. Et on est tellement une genre de sous-culture spécifique que oui, il y a vraiment des limites au reach que tu peux avoir là-dedans. Fait que ça serait soit d'avoir plus de lecteurs francophones, ou soit d'intéresser des gens au Canada qui méconnaissent le Québec, ou comme j'ai parlé avec des gens sur la loi 21 récemment ou quelque chose, puis il y avait tellement de détails importants qu'il y avait eu genre une erreur de perception ou quelque chose. Fait que j'avais un ami qui m'avait dit souvent ta job peut être de traduire le Québec pour le reste du Canada. Comme ça, les gens approchent pas le Québec avec leurs grosses attitudes de colons, genre sont tous racistes les Québécois, ou sont tous comme ça, ou ils veulent briser notre pays. Comme non, c'est pas ça mon public, mais d'essayer de faire comprendre ces gens-là ou de bâtir des ponts. Ça, je peux faire ça. Puis j'ai déjà un petit reach. J'existe. Je veux exister dans plus de monde. Puis la manière de faire ça pour moi, c'est toujours d'essayer de bâtir des ponts. Merci beaucoup, Christopher. Vraiment, ça a été hyper intéressant. Puis j'espère que tu vas être capable de créer une entreprise qui va te survivre. Parce que tu as parlé beaucoup de fois de te faire frapper aujourd'hui. Écoute, j'ai de la descendance irlandaise, fait que je pense qu'on pense toujours à la mort. Puis de l'autre côté, c'est français et canadien, fait que je pense qu'on est aujourd'hui. Il y a une certaine, il y a un catholique là-dedans, genre, qui se dit tout le temps, genre, OK, je vais mourir, qu'est-ce que je vais léguer? Puis j'espère pas trop mourir, genre, bientôt, mais j'aimerais vraiment que j'ai quelque chose qui va me survivre parce que ça me passionne tellement. Puis j'apprécie vraiment l'opportunité, puis c'est super cool. Excuse-moi d'avoir trop parlé, je parle trop quand je suis nerveux, merci. C'était très intéressant. Bon. Longue vie à The Rover. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Juste avant de passer au CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, là, on ne parle pas de marque d'employeur, mais plutôt de marque d'entrepreneur. En 2 mots,
si vous travaillez à bâtir votre communauté d'affaires, c'est quoi la marque Marie-Claude? C'est quoi la marque Étienne? Et c'est quoi la marque Noah? En 2 adjectifs, ce qui est vraiment difficile pour vous 3 de dire 2 mots. Je commence avec qui? Moi, je vais y aller parce que j'avais fait l'exercice en 2016. Ça a été ce qui a donné lieu au dérangeant, en fait. Puis pour moi, c'était émancipation, puis bienveillance. Donc, c'est ça, 2 mots, j'ai réussi. Marie-Claude? Authentique et pétillante. Oh. Ça s'arrête là? 2 mots. OK. Et Noah? Je dirais innovateur et fiable. Oh. C'est des belles qualités. Ah ben merci beaucoup. Je te jaloux, je t'ai vole. Non! Ça aurait été de l'histoire la plus courte question dérangeante de l'histoire. Mais la question, pour moi, c'est un débat en soi d'un épisode parce que c'est un outil de création de valeur incroyable. Le brand entrepreneur, surtout quand une start-up manque de fonds puis doit vraiment capitaliser sur des petits budgets, ce brand-là vient jouer énormément. C'est un gros moteur pour l'entreprise qui est derrière. Vraiment. Et je dirais, pratiquement quand vous êtes petit, pour moi, fiable, c'est important parce que c'est une marque de confiance. Ça veut dire que quand je bid contre des grands comme Deloitte ou les autres, peut-être je n'ai pas les mêmes ressources, mais les gens savent que quand on embauche Noah Arch, on sait que ça va être de la qualité, on sait qu'il va nous livrer ce qui est promis, et ça compte pour quelque chose dans la vie. Tu vois, moi, comment j'ai sélectionné mes mots, c'était beaucoup plus sur qu'est-ce que les gens disent de moi. Oh! Ouais, avec moi, quand les gens me rencontrent, c'est ce qu'ils retiennent de moi. Fait que je pense que de ça, si je veux être authentique, c'est mon branding personnel. Moi, sur toi, je dis toujours super cool. C'est maintenant le temps de notre CA. Et aujourd'hui, pour le CA, on va parler de motivation. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui vous motive? Là? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Là, on dit avec le couteau dans les dents. Ça veut dire là, vraiment la motivation première, le feu dans les yeux. Qu'est-ce qui répond à votre raison votre raison profonde d'exister? Ce qu'on appelle le why en entreprise. Est-ce que c'est l'argent qui est le moteur principal? Est-ce que c'est autre chose? Je vais commencer avec Noah. L'argent, ça aide un peu. C'est définitivement un facteur et je voulais avoir plus de contrôle sur ma vie. Mais réellement, j'adore ce que je fais. Et c'est pas facile d'expliquer ce que je fais dans la vie. Oui, je travaille dans l'innovation. Ça dit quoi? J'en ai aucune idée. Il y a tout le monde qui est un innovateur ces jours-ci. Mais moi, je me vois plus comme quelqu'un qui aide nos clients et les personnes à se préparer pour l'avenir. Et je m'identifie des fois comme une futuriste, quelqu'un qui évalue, ça va être quoi le futur, l'impact des technologies sur notre société, notre économie, notre vie quotidienne. Et j'aime aider les gens à faire cette transition parce que c'est compliqué et c'est difficile. Et je crois réellement que nous sommes à un moment dans l'histoire où nous avons besoin de décider c'est quoi notre futur. Et ce n'est pas juste une question d'accepter le futur qui va un jour arriver. C'est une question que nous avons l'opportunité ici, aujourd'hui, dans cette ère, de créer le futur qu'on veut avoir, le futur qu'on mérite avoir. Et, attends, là, je te paye pas, là. OK, j'enlève l'argent de là, OK? Oui. Puis j'ai besoin d'aide. Est-ce que la motivation reste là? Avant de lancer Arch, j'avais fait ce que je fais bénévolement pendant des années. OK. Et même quand j'ai commencé à travailler sur Arch il y a 10 ans, j'avais la misère à commercialiser mes services de conseil parce que j'allais toujours trop loin. Oui, ça me passionne et j'adore faire ça. C'est incroyable que j'avais trouvé une façon de me faire vivre comme ça parce que j'adore réellement ce que je fais dans la vie. En plus, j'ai vraiment l'impression, moi je me rappelle la première fois que je t'ai rencontré, je comprenais rien de ce que tu faisais, puis encore aujourd'hui, des fois c'est nébuleux. Mais quand on écoute ton parcours de carrière, de vie, j'ai vraiment l'impression que tu as créé un emploi, tu sais, une business, exactement sur ce que tu aimes faire. On dirait que c'est comme Arch, c'est Noah, tu sais, je veux dire, dans le sens que t'as construit de A à Z toutes les habiletés que t'as développées au fil des ans, puis tu te dis, ça, j'en fais une job unique à moi. C'est exactement ça. Est-ce que on peut dire la même chose de toi? Moi, je suis dans un autre contexte en ayant racheté l'entreprise.
Non. Fait que c'est quoi ta motivation première? Mais écoute, ça m'a pris vraiment du temps à la trouver. Vraiment. Puis ça a été une quête, puis ça a été une quête souffrante même, je pourrais dire. Là. Il y a des moments que, tu sais, quand tu te lèves le matin puis que ça te tente pas, c'est souffrant. Fait qu'il y a un moment donné que je pense que mon seul moteur, c'était l'argent. Puis je vous jure, ça n'a rien de bon. Tu sais, tu peux pas mener d'une vie en disant que c'est juste l'argent parce que c'est tellement vide de sens. Là. Ça te nourrit pas. Là. Il y a un vide qui reste là. Ça a été au fil des ans, moi, j'ai réalisé que par le véhicule que j'ai en ce moment, ça me permet de vraiment aider les gens. Puis justement, comme avant d'acheter la compagnie, tu sais, je regardais d'être beaucoup plus dans un domaine de relations d'aide, puis de c'était pas clair, c'était pas défini, mais c'était toujours dans, tu sais, je fais tellement de bénévolat, j'en fais à peu près 5 heures par semaine. Tu sais, je m'investis beaucoup dans ma communauté. Puis moi, ça a été ça, c'est tant que mon véhicule me permet de vraiment aider les gens, aider les entreprises, moi, ça me crée vraiment beaucoup de gratitude dans une journée. Fait que moi, mon X, c'est ça. Puis dans le fond, tant et aussi longtemps que mon véhicule va pouvoir me le permettre de le faire, je vais être sur mon X. As-tu vu l'achat de cette entreprise comme un peu comme protéger l'héritage de ta famille? Ouais, ben totalement, dans le sens que pour les gens qui connaissent un peu l'histoire, tu sais, ma mère elle avait des ennuis de santé, fait que j'étais la seule relève identifiée sur un court terme parce qu'il fallait réagir vite. Puis tu sais, en ce temps-là, tu te poses pas trop de questions. Fait que tu sais, ma première raison d'être, dans le fond, ouais, c'était de sauver le patrimoine familial. Ça a été ça. Tu sais, fait que dans ce temps-là, tu te poses pas plus de questions à vraiment, qu'est-ce qui me rendrait beaucoup plus avec de gratitude à chaque journée? C'était vraiment en mode réaction. Puis à un moment donné, ben, au fil des ans, après ça, tu te dis, ben, là, il me faut quelque chose de plus grand. Est-ce que tu te verrais faire autre chose à un moment donné? Oui. Parce que je suis tellement passionnée, honnêtement, là. Tu sais, je rencontre des gens, puis oui, la vie est longue. On a vu l'entrevue avec on peut mourir à tout moment, mais des fois je me dis pourquoi pas. Fait que oui. Mais la vie est en perpétuel changement, puis de dire qu'on va avoir une seule carrière, une seule job toute notre vie là, puis de travailler chez Hydro-Québec pendant 35 ans, on dirait que j'y crois pas. Puis le why, c'est tellement ça vient de plein de facteurs, plein de choses. C'est quoi ton why? Mon why, personnellement, pour moi, c'est un job de connecteur. J'aime ça connecter l'innovation avec le marché en ce moment. Puis c'est ça dans quoi je suis bon. Puis pourquoi j'aime ça? C'est quoi mon why? C'est sûr parce que je me sens bon là-dedans. Mais le jour où je ne le serai plus, où est-ce qu'il va y avoir des jeunes qui vont être encore plus au fait ou beaucoup plus connectés que moi, bien c'est sûr que je vais vouloir probablement changer, je vais peut-être vouloir me sentir bon dans quelque chose d'autre. Puis c'est là que le bilan annuel, tu sais, ça peut paraître cliché de dire ça, pour moi, est absolument important. Tu t'assois, tu regardes ton petit nombril, puis tu te demandes, est-ce que je suis à la bonne place? Je suis assis à la bonne chaise? Connais-toi toi-même, comme disait Socrate, là. Il fallait que je plug une citation de quelqu'un. Qui d'autre que Socrate? Mais toi, tu deviens un connecteur, et qu'est-ce que tu ressens de toutes ces connexions? Est-ce que c'est un sentiment de personnel? C'est quoi exactement? Ben, c'est une super bonne question parce que il y a dans le livre L'art de la guerre de Sun Tzu, qui est un indéniable de business, puis je recommande à tous les auditeurs, il y a un concept qui s'appelle le kiritsu. Le kiritsu, c'est si mon frère mange plus de riz le soir, je vais pas être jaloux de ça parce qu'il va avoir plus d'énergie le lendemain sur le champ, puis il va pouvoir plus m'aider, puis j'en aurai moins à faire. Donc, c'est vraiment le concept de tu fais juste donner de la bienveillance et ça va te revenir un jour. Puis, ça prend du temps de saisir les bonnes personnes qui sont des preneurs et des donneurs. On en a déjà parlé dans un autre épisode. Mais pour moi, ça a été ça, mon grand constat dans le domaine de la business, c'est d'être un connecteur dans une mindset de Kiritsu. Amen, je suis heureux, je suis capable de vivre. Mais tu sais, quand tu es parti biogénique dans le temps, où est-ce que tu es aujourd'hui? Parce que là, maintenant, tu es un entrepreneur en série. Oh. Est-ce que du gars biogénique à 24, 25 ans à aujourd'hui, ton why a changé? Moi, oui, big time. Puis le why à l'époque, ça a commencé par une tragédie personnelle, le décès de mon père. Puis, tu sais, est-ce que ça a été correct comme catalyseur au début? Puis il y a des gens qui m'ont dit que j'ai utilisé ça comme, tu sais, beaucoup trop et à profusion. Mais finalement, ça a été pas simplement la vie de mon père, ça a été finalement des vies de d'autres, ça a été des
incohérences dans le système de santé. Puis aujourd'hui, ben, c'est de dire, mon Dieu, il faudrait tellement commercialiser beaucoup d'autres innovations, puis beaucoup plus vite. Puis tu sais, je pense qu'on est de plus en plus de jeunes aussi en affaires qui réalisent qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands auxquels il faut faire face, puis on doit le faire face tout ensemble, puis que là, justement, l'innovation devient un pilier important. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, tu sais, on peut toujours trouver dans notre industrie une manière de faire vivre nos valeurs qui va justement faire le matin qu'on a une raison beaucoup plus grande de se lever que juste un chèque. Ce que j'aime de ce que tu dis, Marie, c'est on fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie, c'est sûr. Surtout comme entrepreneur, là, le 90% de la job d'un entrepreneur, c'est ce qu'on voit pas. C'est plate à mort. Là. C'est des contrats, c'est la négo, c'est le glamour, là, c'est peut-être 5 à 10% de la job. Mais on a toujours le potentiel d'influencer au quotidien la business dans laquelle on est, nos clients, nos employés, pour emmener ça finalement à faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qui rejoint nos intérêts. C'est ça que je trouve du groupe Triton. C'est que tu l'as pris, c'est pas exactement là où tu voulais que ça aille, mais regarde, force est d'admettre, plusieurs années plus tard, tu as emmené cette entreprise-là à être vraiment éco-responsable, socialement, B Corp. Ben, je travaille vers ça, c'est un long chemin. Et tu l'influences à tous les jours. Ben, c'était une discussion qui était vraiment intéressante. Je vous remercie à tous les trois, Marie-Claude, Merci à Noah, toi, Kat. Étienne. Je veux remercier aussi Christopher Curtis, qui a été notre invité aujourd'hui, journaliste indépendant et cofondateur du média de Rover. Mais je veux remercier aussi les gens qui nous ont écoutés tout au long de la saison parce que on clôt aujourd'hui la saison 4. Et on est ravis de vous dire qu'on revient pour une saison 5. Donc, on va vous retrouver à l'automne. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment un pur plaisir de parler entreprise, business, de parler d'affaires, d'argent avec vous. Merci à toi, Catherine. Ben, c'est un plaisir. D'avoir chaussé les bottines pour la saison 4. Donc, après Mathieu, après Pat, là, Catherine, ça faisait un vent de fraîcheur. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Et on se retrouve la saison prochaine. Merci, Kat. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!